Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc Before, votre rendez-vous du vendredi, première diffusion, 18h, deuxième diffusion, 20h, et puis après c'est un petit peu selon l'ambiance actuelle et selon l'actualité. Il y aura du hockey ce soir et une belle soirée de championnat de National League notamment, on en parlera évidemment avec nos intervenants qui sont aujourd'hui Laurent Perroton, encore une fois, bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Christian Ponty. Bonsoir. Et bonsoir Michael Ngoy. Bonsoir. Alors, vous savez que d'habitude notre stam entre guillemets se trouve du côté de Tête de Course à Nyon. Ils ont le droit de prendre des vacances aussi. C'est une période propice à fermer quelques jours. Du coup, on a changé d'établissement aujourd'hui et on a grand plaisir à se retrouver au Bulls Pub, qui est le sports bar de Gland. Et comme c'est une adresse qui nous a été refilée par Christian Ponty, lui c'est le spécialiste pour nous trouver des trucs à côté de la gare. Pourquoi ? Parce que Michael et moi, on se déplace en train, et bien on est à 10 mètres, quoi, en gros, à 10 mètres de la gare, en face de la gare de Gland. Je vous conseille de venir parce que c'est un établissement assez sympa. On sent que c'est tenu par un rugbyman. Vous allez me confirmer ça, Christian. Et donc, on a un plaisir assez particulier d'être aujourd'hui ici à Gland pour cette émission. Vrai sports bar, hein. C'est un vrai sport bar et surtout c'est vraiment très british, très british, pardon, avec beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de Première Ligue et beaucoup de sport. Et le big boss, c'est Greg Custer qui nous accueille aujourd'hui. Bah, voilà. Et le personnel également qui est très avenant et qu'on salue évidemment encore une fois. Alors messieurs, comme d'habitude, on va faire le tour de table pour savoir ce qui vous a marqué. Pour une fois, c'est moi qui commence parce que je suis impoli ce matin. Pour moi, évidemment, ce qui m'a marqué, c'est cette nuit le titre mondial des juniors canadiens, avec cette fois-ci beaucoup de chance. On en parlera tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour moi l'info du jour. Pour une fois, c'est moi qui serais peut-être fâché contre le Lausanne Hockey Club aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Ça serait peut-être mon deuxième titre. Allez-y, Michael. Alors moi, je ne pourrais absolument pas passer à côté de la Coupe Spengler. Mon équipe de cœur qui a gagné vraiment cette coupe, vraiment en brique, qui n'a jamais vraiment gagné grand-chose dans son palmarès, vraiment beaucoup d'émotions, et j'ai vraiment suivi ça avec passion. Alors, Coupe Spengler tout à l'heure avec Michael Ngoy. Laurent Perroton. Alors moi, évidemment, revenir sur ce qui s'est passé dans le championnat suisse et puis les affiches à venir ce soir. Et puis moi aussi je suis un petit peu fâché, mais je suis fâché parce que Christian Ponty hier soir il m'a fait écouter une émission, puis du coup je l'ai écouté au petit déjeuner. Mes enfants ils étaient 20 minutes en avance à l'école tellement j'étais énervé. Donc j'espère que ça va pas se retranscrire dans l'émission. Donc ça veut dire que vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Et Christian Ponty. Bon alors moi je vais faire un peu original. Je vais parler de Lausanne, mais un truc sympa, ça m'a fait plaisir de voir le jeune Evan Huet commencer, et j'ai trouvé que c'était un beau symbole, et visiblement c'est pas juste parce qu'il s'appelle Huet. D'accord. Alors, la première actualité, peut-être, l'actualité la plus éloignée, puisqu'on a aussi déjà évoqué la Coupe Spengler, on va y aller directement avec vous, Michael. Votre club de cœur, vous l'avez dit. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est qu'on oublie facilement que Ambry a gagné la Coupe continentale, qui est quand même un titre européen, et on a tendance à considérer la Coupe Spengler comme étant le plus grand trophée de l'histoire du club léventin. Ouais, c'est vrai, c'était, il me semble, 98-99, si ma mémoire elle est bonne. C'est vrai que pour beaucoup ça fait long, et puis on a de la peine à s'en souvenir. Mais c'est vrai que ce Coupe du Spengler, on l'attendait. Moi, j'avais participé à la dernière édition avec Ambry en 2019. On est arrivé en demi-finale, on a perdu en prolongation pour cette finale. Donc on savait que là, c'est un peu ouvert à tout le monde. Il faut être bon au bon moment. Et là, on voyait vraiment un Ambry qui a vraiment... je pense que vous y étiez, moi, vraiment un festival offensif magnifique, vraiment avec de bons renforts, vraiment 4 lignes, vraiment c'était une équipe qui avait
avait vraiment de la gueule. Et puis c'est vrai, 5 goals, 7 goals, 5 goals, franchement. Alors en plus, pour ceux qui n'ont jamais été à la Coupe Spengler, quand il y a Ambry, le village est rempli de bleu, c'est juste hallucinant. Je pense que ça fait l'affaire vraiment de la Coupe Spengler d'accueillir une équipe comme Ambry, parce que je pense qu'au niveau des chiffres, ils sont nettement en augmentation. Quand il y a Ambry, une ambiance de fou à la patinoire. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait rêver vraiment par rapport au style de jeu, le jeu qu'ils ont fourni. Même en finale, vraiment, j'étais impressionné par la qualité de jeu. C'est vraiment, je ne reconnaissais pas l'équipe parce que tout le monde pensait qu'au bout d'un moment, ils allaient se casser la figure parce que voilà, ils nous ont fait rêver. Mais vraiment, même le fait qu'ils menaient 2-0, ils se font remonter 2-2, ils ont vraiment proposé un magnifique hockey. Messieurs, c'est une grosse équipe d'Ambry qu'on a vue. N'oublions pas qu'ils étaient quand même un petit peu renforcés. Expliquez-moi pourquoi ce Ambry de niveau supérieur, est-ce que c'est à cause de l'ambiance, ce Ambry de niveau supérieur n'arrive pas à refaire la même performance en championnat de Suisse? Bon, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a des blessés. Il y a Buren, Heim, qui a manqué vraiment beaucoup. Après, il y avait quand même une sacrée euphorie dans la patinoire. Et puis ça, c'était vraiment... L'euphorie, ça aide. Hein. Ouais, bien sûr, c'était le rayon de soleil des équipes. Hein. C'était juste incroyable. Et voilà, tout ce qui caractérise... le mieux de ce que vient de dire Mika, c'était la Montanara à la fin. Je veux dire, la Montanara dans une cathédrale, voilà, ça donne Ambry qui gagne la Spengler. C'était juste incroyable. Moi, je l'ai vécu avec les Knebulaires et toute la famille. C'était vraiment, et comme je l'ai dit l'autre fois, mais c'est vrai, un Douka en larmes, il en faut. Mais vraiment, c'était magnifique, franchement. Juste rajouter que ce qui a fait aussi la différence, c'est les apports des étrangers. Notamment en défense, et la chimie entre la défense et l'attaque, il y avait vraiment 4 blocs équilibrés, un gardien qui était en feu, les gardiens, mais surtout en finale il a fait vraiment le job, et puis voilà, et ça a amené, avec ce public, ça a amené une belle victoire. Et quand j'entends certains consultants qui annoncent que la Spengler ça intéresse personne, en tout cas, moi j'ai pas raté un match et j'ai pris un immense plaisir. Et quel bonheur de voir les équipes finlandaises, suédoises et les équipes tchèques. Le Sparta Prague a joué un hockey vraiment de très haut niveau. Donc un vrai plaisir pendant les fêtes de voir ces matchs. Et puis ça fait que de mettre du mérite à Ambry, parce que pour moi, Prague était plus fort. Ouais. Franchement. Mais je tiendrais juste à se préciser que c'est vrai que suivant des années, les équipes arrivent vraiment bien à se renforcer, mais on va pas dire que cette année c'est grâce au renfort à Ambry, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce défenseur dont j'arrive jamais à dire le nom de Saraya Ravi. Merci. Alors il est vraiment très très solide, hein, mais je pense qu'après il y a le Nando Eggenberger de Ambry qui a signé pour l'année prochaine. C'est ça. Donc, mais mis à part ces deux, il y a pas eu... Formanton était vraiment en dessus du lot, et puis vraiment là encore bonne pioche de Douka. Exactement. Donc là on peut pas dire qu'Ambry ils ont gagné parce qu'ils avaient des joueurs qui étaient incroyables. C'était un peu ma question aussi. Voilà, donc c'était vraiment la victoire méritée d'Ambry. La victoire de l'équipe. Ouais. Exactement. Et comme on dit, moi j'ai versé une larme aussi quand j'ai vu Douka pleurer. Lui il est assez sensible malgré ses airs de dur et de costaud. Chereda, je voyais qu'il essayait de pas pleurer, mais sachant d'où vient cette équipe, sachant la pression, parce que moi je suis vraiment beaucoup au quotidien la presse italophone, vraiment une énorme pression sur Chereda et Douka. Vraiment, on parlait de l'émission, ils l'ont pas facile. Et puis finalement, quand la sirène finale elle a sonné, on a senti ces émotions, ils ont pu se relâcher. Doux, vraiment, c'est vraiment 6 ans de travail, parce qu'on parle pas seulement de championnat. Je veux dire, ça c'est quand même une énorme étape. Et puis vraiment avec la critique, parce qu'il faut avoir la peau dure quand on est GM et puis entraîneur. Puis là, ils se sont lâchés, puis ils n'ont pas pu se retenir. Puis franchement, je trouve qu'il y a aussi un joli symbole. Il gagne sur un penalty de Pestoni, le régional. Et puis il s'est retrouvé pour la Spengler, ça aussi il faut le dire, parce que une des raisons pour lesquelles ça tournait moins bien, c'est que Pestoni a fait un énorme début de championnat et après il y a eu un gros vide. Et là, à la Spengler, c'était de nouveau Pestoni, quoi. Incroyable. Michael Ngoy, vous connaissez la Montanara? Tu sais la chanter, tu connais la parole. J'ai fait 5 ans là-bas, mais j'ai assez honte de dire que je la connais pas. Bah alors, même pas un petit bout des paroles. Non, franchement, je me cache souvent quand on me pose cette question. Je pensais pas que tu allais me la poser. Alors cachez-vous. Désolé pour le piège. Bon, on va changer de sujet. On va se tourner vers le coach, vers Laurent Perroton. Allons-y dans l'ordre que vous désirez. De quoi voulez-vous parler d'abord? On va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur
sur les rencontres étalées entre du dimanche au mercredi, pardon. Et puis on va commencer par le vif du sujet. On va commencer par Lausanne. Ah ben alors voilà. Alors moi je vais prendre 2 minutes, mais je veux revenir un petit peu dans les épisodes précédents. Vous vous rappelez, on a parlé un petit peu du Lausanne Hockey Club, on a été à la conférence de presse, moi j'ai donné mon avis sur John Foust, on a parlé de Ward, on a fait un mea culpa sur Ward. Et aujourd'hui, ce qui me dérange le plus, c'est ce que j'ai dit dimanche sur le plateau de Léman Bleu, c'est qu'on parle jamais de hockey. Et je m'explique. Dès qu'il y a un petit problème sportif, on trouve toujours un alibi pour faire oublier ce problème. Par exemple, lorsqu'on perd contre Ajoie, on annonce que Kenins va être parqué à Sierre et puis que c'est une grosse décision, une diversion, qu'on est très dur. Et vous vous rappelez, lors de la conférence de presse, John Foust a dit nous ressemblons beaucoup, nous avons un petit peu la même philosophie, la même personnalité que Jeff Ward. Et moi j'avais dit j'espère pas. Finalement il avait raison. Et là où je suis fâché, moi c'est pas après John Foust, c'est après Jeff Ward. Parce que lundi... Qu'il a accepté... Non mais lundi avant le match, il parle de Kenins. Mercredi après le match, il parle de Kenins. Mais on parle de son line-up, on parle de ses changements, on parle du fait qu'il fait revenir Kenins alors qu'on peut faire jouer le Maillard, on parle du powerplay, on parle du box-play, on parle de faire jouer Yelovac et Marty ensemble et c'est une catastrophe. On parle de ces choses-là, non. Et du coup, on parle d'une dissension entre les deux, mais on parle pas de sport. Et puis finalement, Lausanne Hockey Club, il gagne pas, il reste planté là, et puis on commence à s'inquiéter. Parce qu'en 2005, ils avaient bien commencé, il y a eu des bonnes périodes, j'étais là. Et puis j'ai vu comment ça a fini. Donc là, il faut commencer à se réveiller, puis arrêter de parler. Et je vais même plus loin dans mon analyse. Le plus gros drame pour le Lausanne Hockey Club, c'est la série contre Ambry en pré-playoff l'année dernière. C'est Sekac, Ria et Fuchs qui gagnent la série. S'ils avaient perdu cette série, tout le monde était loin et on partait sur une nouvelle ère et il n'y aurait pas eu toutes ces erreurs de contrat. Et avec les moyens financiers engagés, moi, ma seule crainte aujourd'hui, parce que tout le monde dit oui, vous êtes anti-Lausanne, pas du tout. Et justement, ma crainte, c'est que Gregory Finger, il en est marre et puis qu'il fasse ses valises. Et puis là, on est très mal. Donc là, c'est le boulot de Patrick Depreux de tenir son actionnaire dans sa manche et puis de bien le mettre au chaud et surtout de prendre des vraies décisions parce que là, il y a pas de chef, Oui. Et puis sportivement, il y a rien qui se passe. Alors c'est vrai que habituellement, c'est moi qui modère un peu le propos par rapport à Lausanne. C'est vrai qu'on est assez critique, mais on essaye d'y aller aussi dans le bon sens. Mais je dois avouer que cette fois-ci, moi-même, j'ai ressenti une certaine colère, notamment lorsque j'ai appris le rappel de Kellins, de Sierre. C'est hallucinant et je ne peux pas comprendre comment on peut prendre ce genre de décision. Si on a voulu faire un petit coup médiatique pour cacher certaines choses, c'est réussi, mais en l'occurrence, techniquement parlant, ça n'a aucun sens ce qui s'est passé, Michael. Alors moi déjà, je tiens à préciser pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a sûrement, que je suis lausannois et puis que je tiens pour Ambry d'abord, Fribourg et Lausanne, donc je suis vraiment pour Lausanne. Je sais qu'on se fait critiquer beaucoup, que ce soit ici ou bien des autres émissions que je fais, parce que vous êtes contre Lausanne, vous êtes contre Lausanne. Mais excusez-moi, au bout d'un moment, on dit, on est objectif, on est des professionnels, on est des analystes, il faut dire ce qui est, il n'y a rien qui va. Donc c'est pas pour cracher dessus, moi ça m'attriste ce qui arrive à Lausanne, vraiment, parce que je vois qu'il y a un gros potentiel. Donc tout ce qu'on dit là, c'est pas parce qu'on est contre Lausanne, moi je suis un pro-Lausanne. Donc je tenais déjà à le dire, mais déjà l'affaire Kenning, c'est une question de crédibilité. Donc déjà que Lausanne, cette année, on n'a pas beaucoup, alors vous l'envoyez, alors je me suis dit, tiens, ça c'est un bon signe. Finalement, voilà, on voit que la personne, malgré un contrat encore de 4-5 ans faramineux, si tu joues mal, on t'envoie ailleurs. Et 2-3 jours après qu'ils reviennent, déjà crédibilité, ça va pas. Et Kenins, il doit rigoler. Bien sûr, il doit rigoler, bien sûr. Et aussi, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Au bout d'un moment, on espère que le Gregory Finger, le jour où ça va pas, Lausanne va s'écrouler. Et il faudrait, c'est vrai que le chef, c'est qui à Lausanne jusqu'à il y a pas longtemps, c'était Svoboda. Maintenant, il est loin. Maintenant, qui c'est qui prend les décisions? À mon avis, c'est John Foust, parce que c'est le seul qui reste qui est un expert de hockey. Mais vraiment, il y a de quoi s'inquiéter, parce que vraiment, on se disait encore sur le dernier podcast ici, je laissais encore le bénéfice du doute parce que c'était avant Noël. D'ailleurs, à chaque fois quand je jouais au hockey, on disait toujours que la statistique, le classement au mois de décembre
juste après les fêtes, c'était plus ou moins, ça reflétait le classement à la fin d'année, à la fin de la saison. À une ou deux exceptions près. Alors aujourd'hui, on voit que Lausanne est avant-dernier, on voit le train, on voit où ils vont. Honnêtement, comme ça, on va droit dans le mur. Alors déjà, moi, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Mika, Mika nous dit souvent qu'il vient en train avec ses enfants voir Lausanne. Donc effectivement, il est lausannois, je confirme. Et puis moi aussi, on a fait nos classes juniors à Lausanne. Après, moi, je vais aller peut-être dans un autre sens par rapport à ce que Laurent a dit. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt du genre à dire que Foust est responsable, alors que Depreux dit que c'est l'homme de la situation. Juste pour rappel, en 2018-2019, John Foust a été engagé en tant que directeur du développement des jeunes. Donc, sous Foust, Baragano, Vuardou rookie de l'année dernière, Axel Simic et Jordan Bogro. 4 gars qui sont partis en Ligue nationale. Vuardou, il jouait pas. Il s'entraînait même pas avec la première. Nous, on l'a vu parce qu'il est venu faire des piges à Martigny. C'est un talent pur. Donc, en tant que directeur du développement, je m'excuse, moi j'appelle ça une faute grave. Après, il y a encore un autre cas qui est assez intéressant, c'est Bolthauser. Il a été développé par UL. UL a dit, c'est un gars qui a un gros potentiel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont re-signé comment ça s'appelle Stéphane, Toby. Puis ils ont fait venir Bolthauser est parti. Pas de souci, Poulenov est bon. Mais je pense que... Et maintenant, il y a un Finlandais qui arrive. Mais attention, je vais y venir. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu développes un gars, forcément, il te coûte un peu moins cher qu'un gars que tu vas chercher. Donc, c'est clair que Poulenov a coûté plus cher, déjà, premièrement. Mais en plus, il est fragile. Bolthauser, c'est pas un gardien spécialement fragile. Moi, je pense que, pour moi, c'est une erreur de casting de plus. Et je vais donner un exemple concret de gestion de directeur sportif. Ils ont signé 2 Tchèques, Panic, et puis encore avant lui, Frolic, 2 ans. À Genève, on signe Ovitou pour 2 mois. Et c'est toute la 45 jours. Exact. Et le gars, il a le feu au cul. Il a envie de montrer. Mais ça, et comment est-ce qu'on peut dire que cette personne, c'est l'homme de la situation? Après, monsieur Depreux, super, ce que vous avez dit, je suis d'accord, ouais, il faut nettoyer les écuries, parfait. Mais il y a encore de l'enfumage là-dedans. C'est quoi le truc d'aller avec les supporters pour dire Mais c'est pas ça qu'on attend d'un président. C'est qu'à un moment donné, ils disent un holà, un stop. Et il a été où? Alors moi, je veux dire... Maintenant... mais c'est un président un peu de paille. Mais bien sûr. Parce que finalement, il a le titre, mais... Et voilà, exactement. Mais alors, moi, j'ai pas de souci. Après, moi, je voudrais quand même dire... Je vais finir par une note positive. Déjà, je pense qu'il faut remercier M. Finger. Parce que sans lui, il n'y a plus rien. Mais jusqu'à quand il va accepter ça? Parce que moi, honnêtement, c'est comme ça. Parce que même s'il a beaucoup d'argent, au bout d'un moment, je ne vois pas ce qu'il y a de valorisant à faire un truc comme ça, puisqu'il n'y a rien qui marche. Ce n'est pas une bonne pub pour lui. Et puis, je ne sais pas s'il a beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, je vais quand même donner un peu de crédit à Chris Wolf, qu'on a eu, qui est le seul qui n'a pas été opaque. Parce que quand on est opaque, c'est qu'on a des choses à cacher. Et ce que je viens de dire à propos de John Foust, il le sait très bien. Il sait très bien que, je m'excuse, il a merdé avec les jeunes. Parce que ces jeunes-là, peut-être qu'ils vont revenir un jour, mais ça ne sera pas le même prix. Et quand on a un gars je parle de Vuardou, qui était capitaine de l'équipe suisse U20, et puis qu'on ne le garde pas dans son équipe, qui finit rookie de l'année, ouais, on va peut-être le revoir dans 2 ans, mais à quel prix? Voilà. Alors, évidemment, ça on en avait déjà parlé, mais maintenant, moi il y a beaucoup de journalistes qui interviennent et qui expliquent. Pourquoi je m'exprime? Parce que j'ai travaillé 3 saisons avec John Foust. Quand vous travaillez 3 ans avec quelqu'un, vous commencez à le connaître. Et puis aujourd'hui, je dis souvent, il prend des décisions par alibi, et puis c'est jamais réfléchi. C'est toujours pour masquer quelque chose. Je vais venir sur l'engagement du gardien. Lauri Kainen, 30 ans. Donc j'ai pris mes renseignements en Finlande. Donc en fait, là-bas, dans ce club, il y a 5 gardiens. Il y a un gardien qui a 26 ans, qui a 92,3% d'arrêt, qui est leur gardien phare. Puis après, ça joue avec 3 jeunes. Et puis Lauri Kainen, qui a une bonne carrière, mais qui est en phase descendante. Vous signez ce gardien-là, qui a un contrat, donc il y a une petite enveloppe qui va venir au club. Vous le faites venir. Et puis aujourd'hui, si vous l'alignez, vous avez un étranger de moins sur la glace. Puis si vous l'alignez pas, vous avez fait jouer Poulenov, mais vous faites jouer un jeune. C'est très risqué parce que si Poulenov, ça va pas un match, vous n'avez pas de backup. On est d'accord.
Donc déjà, c'est le premier point. Si on va chercher un gardien étranger, pour moi, avec l'investissement que tu mets, tu dois aller chercher un top gardien comme Sateri, comme Rubec. Ensuite, on a des gros manques sur le premier bloc. Kovacs, il n'a pas de centre. On a des gros manques en défense. En défense, il y a 3-4 défenseurs, ils sont à la masse, à la strasse. Je les ai vus jouer contre Zug, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Donc là, il faut quand même aller chercher des gens. Et puis quand on regarde un petit peu tous les étrangers qu'il y a dans le championnat, il y en a pas mal qui sont passés par Lausanne. Donc c'est aujourd'hui, si on avait fait les choses comme il faut, pour moi, il y aurait Boltheiser et Pounenov. Exact. Et puis là, on aurait un très bon duo de gardiens. Ce qu'ils sont fait à Genève. Et ils sont les deux Suisses. Et Mika, on en a beaucoup parlé dans les émissions. Aujourd'hui, tu fais 2-1, 3-1, voire 1-1, et tu es obligé d'avoir un gardien. Et donc, du coup. Je me permets quand même de vous prendre. N'oubliez pas que c'était pas non plus prévu que Tobias Stéphane soit blessé et soit peut-être un petit peu à la baisse. Mais enfin, ça reste quand même un bon gardien. Ça fait partie de la planification du rôle du directeur sportif d'anticiper. Oui, mais un Bolthauser ou un Pounenov pouvaient aussi se blesser. Oui. Au même titre que Tobias Stéphane. Exactement, mais sur l'avenir, tu as 2 gardiens et tu travailles sur l'avenir. On a voulu le re-signer. En re-signant Stéphane, Bolthauser est parti. Et Bolthauser est parti. C'est le directeur sportif qui a fait ça. Et ensuite, ce qu'on sait de l'interne, c'est que lorsque vous êtes Svoboda, je suis John Foust. Non, merci. Non, mais je suis John Foust. Oui. Vous venez, vous me dites, voilà, on va faire ça. Moi, je vous regarde et puis j'acquiesce. Et voilà. C'est tout. C'est très très simple. Et aujourd'hui, tout le monde met sur le méchant Svoboda, comme votre collègue journaliste dans le matin a fait un article. Alors justement, je voulais vous en parler. Donc Chris Geiger qui a fait un article qui va un petit peu finalement dans le sens de ce qu'on raconte depuis des semaines, des mois bientôt. Et c'est vrai qu'il a quand même quelque chose qu'il a voulu soulever aussi, c'est qu'on n'a pas le sentiment que c'est Ward qui décide. Ben déjà, c'est un petit peu ce qu'on a senti à la lecture de cet article. Mais déjà, c'est juste pour aller dans ce que Laurent dit, c'est que Svoboda, il sert de fusible. Pour l'instant, là, depuis un moment, il est plus là, donc il peut pas se défendre. Donc c'est facile de dire c'est Svoboda, mais maintenant, c'est lui qui est en place. Et pour vous répondre, moi, ce que je ressens, et ce que là, je parle en tant que coach, c'est le contenu. Et en fait, quand je vous dis que Ward et Foust se ressemblent, c'est que quand ça va mal aller, ils vont se tirer dans les pattes et puis ils vont trouver des excuses. Mais on parle pas de hockey. Par exemple, visiblement, Ward n'était pas forcément pour de créer cette affaire Kennings, quoi, finalement. Hein. Oui, il voulait garder Kennings, mais comment c'est possible si le coach, c'est le coach qui décide quand même. C'est ce qui me semblait justement. C'est le coach qui décide. Et visiblement, il a l'air de pas être tout à fait d'accord avec ce choix. Il a l'air d'être pas tout à fait d'accord, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'il est pas d'accord et qu'il l'a dit? Ou est-ce qu'il le dit publiquement pour faire oublier les résultats? Manque de communication et de clarté, encore une fois. Exactement, c'est opaque. Enfumage. Non, déjà, c'est vrai que c'est au coach de décider, absolument. Ensuite de ça, il en fait part au JM. Je sais comment ça se passe, la relation entre les coachs et les JM. Le 2 aussi, le problème d'avoir un Ward, c'est qu'après, quand tu construis une équipe dans le futur, en général, tu demandes toujours, c'est un binôme, GM et puis entraîneur, et puis on regarde ce qui est bon pour la suite. Mais le problème, c'est que tu as un Ward qui arrive en Suisse. Mais regarde Abienne, regarde Ambry, c'est des binômes. Bien sûr, mais il connaît qui? Qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, alors moi, j'aurais besoin de... Il connaît aucun joueur en Suisse, donc déjà, ça, c'est un problème. Et ensuite, c'est vrai, toutes les équipes, je pense que Laurent, il connaît très très bien la situation. Il a travaillé proche des gens à Lausanne. C'est vrai qu'un John Foust, que moi je ne connais pas personnellement, le problème, le bon premier pas, c'est qu'on a réussi à mettre de côté Svoboda. Mais à mon avis, après, Laurent est mieux placé que moi pour en parler, mais je pense que si vous voulez faire quelque chose de bien, il faut faire table rase, en tout cas au niveau du côté sportif. Je dis pas au côté administratif, parce qu'eux ils font ce qu'ils font, ils essayent de garder la maison de l'eau. Chris Wolf fait le job. Je pense que Chris Wolf fait un très bon job de son côté. Il connaît très très bien. Mais là maintenant il faut vraiment mettre les gens. Alors je dis pas que John Foust il connaît pas le hockey, il le connaît bien le hockey, mais au bout d'un moment aussi qu'on sait que les gens ils veulent se protéger. Au bout d'un moment il faut mettre, on dit c'est brose sur la table, et puis pas avoir peur de perdre son job, parce que de toute façon au bout d'un moment ton job, il veut sauver sa gueule. On veut sauver, mais on sait qu'on a des jobs à risque, puis au bout d'un moment il faut prendre des risques et puis prendre sur la table. Justement, si je peux aller dans ce sens-là, je m'excuse, encore une erreur de casting de Foust, je suis désolé. Dans les disponibles, on avait besoin d'un pompier, pas d'un gars pour 2 ans, parce que là maintenant tu l'as, si ça joue pas, tu fais quoi? Tu le payes 2 ans. Absolument. Il y avait Pat Edmond qui était libre, Josh Holden et même Simpson.
Et surtout, n'importe qui serait venu pour la fin de la saison. En club, t'avais pas besoin de mettre 2 ans. Absolument pas, parce que moi j'ai entendu que mais c'est lui qui tenait le couteau par le manche, on n'avait pas tellement le choix, mais n'importe qui serait venu à Lausanne rien que pour se montrer. Mais moi je pense que Frust, il a voulu se blinder en disant voilà, je fais venir un gars de NHL. Exactement. Et si maintenant il fait pas le boulot, c'est pas de ma faute parce que j'ai apporté un nom. Exactement. Et ensuite, là où je reviens à ce que Christian a dit, maintenant le président il doit prendre des vraies décisions. Et une vraie décision, et je le dis pas parce qu'il est là, mais pourquoi pas, une fois qu'on commence à être un petit peu intelligent, aller chercher un Mika Ngoy, un Florian Kaunz, mettre des gars du Serail, des gars qui connaissent, qui sont professionnels, qui ont une amour du club. Mais les clubs qui marchent, c'est ceux qui ont des gars du Serail. Attends, je finis. Et qui sont pas là dans la politique de la terre brûlée pour prendre leur capital et qui en ont rien à foutre. C'est ça la réalité. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles maintenant. Il faut y aller. Et moi, ça me fait mal au cœur. Et je finis juste une dernière chose, les joueurs. Il y a des joueurs qui s'en foutent complètement, mais il y a des joueurs qui me font de la peine. Parce qu'on critique Lausanne, mais en même temps on les critique, mais il y a des joueurs on doit sortir du lot. Des Ria, des gars comme ça, les pauvres, mais qu'est-ce qu'ils font là? Yelovac, qu'est-ce qu'il fait au milieu de cette équipe-là? C'est vrai. Pauvres. Et depuis que Ward est arrivé, on a parlé du process et de la communication, que tout allait bien. On joue avec les étrangers, on prend pas de temps mort, on joue beaucoup avec un top 4 derrière. Devant, on fait jouer toujours les mêmes joueurs qui ne mettent pas un pied devant l'autre. Et puis les joueurs suisses qui sont pas considérés. Je suis désolé, on est en plein dans une politique et dans un management de NHL et c'est pas du tout adapté avec le Lausanne Hockey Club. En tout cas, en parlant d'animation offensive du Lausanne Hockey Club, je crois qu'il y a une certaine unanimité qui se fait. J'en ai même parlé avec un autre habitué de cette émission, c'est Pat Lefebvre, qui lui pense justement qu'il a, par exemple, enfin il n'est pas le seul, mais il pense qu'il a des solutions pour vraiment redynamiser cette offensive. C'est dire qu'il y a quand même beaucoup à faire et qu'il y a unanimité à ce niveau-là. Je vais le répéter encore une dernière fois, nous exprimons sur le Lausanne Hockey Club dans une intention positive. Évidemment, il y a des noms qui ressortent, mais ce qui nous importe, c'est que le Lausanne Hockey Club s'en sorte. Et d'ailleurs, à cette table, Christian Ponty vous a expliqué son lien. On connaît le lien. Moi, j'ai travaillé 6 ans. Voilà, j'ai passé mes plus belles années en Suisse à Lausanne. Christian Ponty est supporter du LHC. On va dire ça comme ça. Michael, il a été formé à Lausanne, Christian. Voilà, Michael Ngoy, voilà, c'est un Lausannois. Et Lausanne fait partie des 3 clubs de sa vie. Et puis, je vais vous dévoiler quand même une chose. Moi, j'ai l'étiquette du Fribourgeois, mais je suis né à Lausanne. Et le premier match, un des premiers matchs de hockey que j'ai vu dans ma vie, c'était à Lausanne. C'était encore mon choisi. Et ça me touche aussi beaucoup. Donc, on n'est pas là pour descendre Lausanne, qu'on soit bien d'accord. On est là pour essayer de trouver des solutions. Et peut-être, et comme c'est quand même une tablée de spécialistes, ce ne sont pas que des réactions de supporters qui sont frustrés ou déçus. Je pense qu'effectivement, on a le droit de s'exprimer. Et une pensée aux supporters. Mais bien sûr. Parce que les affluences. Mais c'est magnifique. Non, mais c'est incroyable. Mais vous vous rendez compte la passion qu'il y a dans ce canton pour ce club. Alors il faut vraiment que ça change. Et on a vraiment envie que les 5 clubs romans restent en Liga. C'est juste ça notre point de vue. Exactement. Juste encore peut-être finir par la une dernière. chose. Après on passe au sujet suivant. Moi je vais juste dire, relater quand même le courage des gars, les Marty et les Fuchs qui vont répondre aux questions. Ouais. Parce qu'il en faut du courage. Ouais. Et moi Fuchs il m'a fait mal au cœur. Parce qu'il avait envie de pleurer, le gars. Mais Fuchs, ce qu'il a dit, vous avez analysé ce qu'il a dit? Il a dit on met beaucoup de pression. Mais j'ai vu le premier tir, ils mettent énormément de pression, mais ils sont sur régime tellement ils mettent de la pression. Voilà. Mais avec le puck, ils n'ont aucune idée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de construit. Quand on va jouer Zug et Lausanne, quand ils récupèrent le puck, il y a de la possession, on garde, il y a des. Bon, ça, c'est la faute de Ward alors. Exactement. Exactement. Et quand il dit on essaye, on fait tout ce qu'on peut, mais si tu n'as pas les éléments et que tu as 5 joueurs sur la glace qui pensent de façon différentes parce que tu les briefes pas et puis que tu les fais pas jouer dans les meilleures conditions avec les meilleurs joueurs adaptés à tes qualités, ça ne marche pas. Tu sais, Laurent, ça me fait un peu penser au Team Canada. C'était du hockey de rush. Même chose. Ils courent dans tous les sens. Une bande d'individus. Ouais. Je vous rappelle que nous sommes exceptionnellement aujourd'hui au Bulls Pub en face de la gare de Gland qui nous accueille pour cette émission puisque nos amis de Nyon sont fermés. Vous écoutez le premier bloc Before, deuxième thématique lancée par Laurent Perroton. On va parler de... Troisième thématique. Ouais, on va parler de Genève. On va parler de Genève. Ce soir, justement, on enchaîne un petit peu un super derby dans bientôt quelques minutes là. Et puis du coup, on va à ce match-là avec Christian. Notre ami Mika va voir ses 2 clubs de cœur, Lausanne-Ambry. Fribourg-Ambry, pardon, excusez-moi. Ouais. Et puis du coup, Genève, difficile.
difficile, mais absent Artikainen, Vatanen, Smirnov. On va à Davos. J'étais très très surpris sur le match par la qualité de Davos. Après la Spengler très décevante, je me suis dit ils vont être dans le trou, et ils ont 3 fois ça s'est passé de la même manière. Davos a gagné contre Genève, donc c'est une équipe qui ne réussit pas beaucoup à Genève. Cadieux malade, et puis Ovito, le nouveau transfert, absent, donc il sera sans doute là ce soir. Ce soir, ça va être le match des émotions. Et il est très important pour Genève de regagner à domicile, 4 défaites d'affilée à domicile, et surtout d'arriver à garder cette première place, parce que au niveau du mental, quand tu as fait toute la course en tête et que tu te fais rattraper sur la fin, ça peut être un handicap. Maintenant, l'épisode Tom Ernest est passé. Il est transféré de sources sûres, et ça on a entendu des scoops, mais finalement il aurait signé en septembre à Frölunda, et c'est vraiment son épouse qui voulait absolument repartir, et du coup c'est une entente entre Genève et le joueur pour que ça soit annoncé un peu plus tard. De autres sources sûres, il y a un gros coup qui se prépare du côté de Genève pour remplacer Tom Ernest. Oui. Voilà. Donc après, s'ils sont au courant aussi depuis le mois de septembre, ils ont eu le temps de le préparer. Exactement, mais justement, si on fait un parallèle entre les deux équipes qui vont jouer l'une contre l'autre, Marc Gauthier est très intelligent, très discret, mais par contre, dès qu'il prend le micro, qu'il y a une annonce qui est faite, c'est toujours préparé, et il y a beaucoup de réflexion. Et c'est ça qu'on demande à un directeur sportif. Ce qui est marrant, c'est que Frölunda n'a pas trop apprécié l'annonce, puisque c'est vrai qu'en Suède, on n'a pas l'habitude d'annoncer avant la fin de la saison les transferts. Ça, c'est peut-être un des problèmes du hockey suisse. Enfin, est-ce que c'est un problème? Ce serait peut-être à vous de me le dire, mais c'est vrai que ces transactions qui sont parfois même une saison à l'avance, ça paraît bizarre, parce qu'après, on se demande toujours, tel joueur, est-ce qu'il joue à fond contre sa future équipe, etc., etc. Mais en tout cas, en Suède, ils n'ont pas trop aimé, effectivement, l'annonce très tôt dans la saison, pour eux, en tout cas, du départ de Tom Ernest. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout sain. Pour nous, ça fait pas partie de la culture suisse, donc du coup, il n'y a aucun problème. Mais ça choque beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Moi, j'en parle souvent avec les Canadiens qui arrivent en Suisse. Mais comment ça se fait que vous avez... Mais c'est vrai que moi, j'ai eu signé aussi en plein cours de saison. Je me rappelle l'année où on est descendu avec Lausanne en 2005. Moi, le deuxième tour des play-outs, je jouais contre Fribourg, et c'était ma future équipe. Donc, imagine la situation. Donc, rappelle-toi Boson contre Lausanne. Ah ouais, exactement. Donc, mais ça fait partie, on est professionnels. Mais je comprends tout à fait de remettre en doute cette communication, mais ça fait partie de la culture suisse. Après, c'est vrai que c'est pas super sain, mais pour pouvoir changer ça risque d'être difficile. Donc pour finir avec le match ce soir, ça va jouer sur les émotions. Ça va jouer sur les émotions et l'entame de match, évidemment. L'équipe qui va mener au score aura une grande chance de gagner, parce que c'est des équipes qui sont en doute. C'est pas les mêmes doutes, mais du côté de Genève, il y a quand même des doutes. Et puis, il y a une énorme pression qui arrive petit à petit, puisqu'il y a les équipes suisses-allemandes qui commencent à monter leur niveau, Fribourg qui commence à monter son niveau, Rapperswil qui est revenu avec son niveau avec le retour des étrangers. Donc, du côté de Cadieux, il y a quand même de la nervosité, parce que il va être jugé sur les playoffs, et il sait que sa prolongation de contrat passera par au minimum une demi-finale. Et surtout, que ce soir, il n'y a pas qui est la meilleure équipe ou pas, parce qu'on sait très bien que c'est un derby, même si on a le premier du classement contre l'avant-dernier, c'est un derby. C'est que des émotions, rien à voir. Et on se souvient, moi je me rappelle, vous étiez au match, le dernier match avant la pause, au penalty. Artikainen qui a marqué le goal. Justement, j'allais dire, il n'est pas là. Et c'était un très très bon Lausanne. Très bon. Ria était allé chercher l'égalisation. Avait marqué 2 goals. Yelovac très bon. Son dernier bon match. Exactement. Et du coup, là, ça relance tout, parce qu'on sait qu'on repart à zéro. On sait qu'il y a une équipe qui est un peu en manque de confiance, l'autre qui est totalement en crise. Mais là, vraiment, on commence avec du 50-50. On s'en fiche. En plus, si on joue à la maison, à l'extérieur, on se souvient vraiment le parfait exemple du dernier match. Donc ça va être super intéressant à suivre. Mais c'est assez marrant, parce que finalement, Genève Servette est un peu grippé par rapport à ce début de championnat où il y avait tellement de choses qui allaient bien en même temps. Alors il y a 2-3 trucs qui vont moins bien. Il y aura pas Artikainen qui a comme souvent été décisif. Et puis autre chose, souvent Genève vient gagner à Lausanne, et Lausanne joue souvent très bien à Genève. Du coup, ça va donner un beau match. Je pense que les deux doivent gagner, parce que l'air de rien, Genève, ils peuvent pas se permettre de perdre du terrain et de la confiance. Et puis Lausanne, voilà. Je pense que c'est même pas qu'ils doivent gagner, c'est qu'en plus contre Genève, ils auront envie de prouver quelque chose. Ouais. Puis le premier match, on n'a pas la certitude, mais d'Ovito. Donc voir un petit peu. On verra ce qu'il peut apporter sur ces 2 mois et demi de contrat. Voilà où il en est. On va voir où il en est physiquement. Déjà aussi. Ça. Ouais. Et du coup, intéressant à voir. Bien, on a dit ce qu'il fallait dire sur Genève, on continue ? On va à Bienne. Bienne, difficile par rapport au...
Rappelez-moi. Ce soir, ils reçoivent Cloton, Voilà. ils vont à Ambry demain. Donc, retour de l'eau, il y a Kovenko et Kunti. Donc ça change complètement l'équipe. Schneeberger, Van Pottelberg toujours absent. Et puis Sateri, on ne sait pas. Mais normalement il sera pas là. Du match, hein. Normalement il sera pas là, mais petit à petit ça revient dans les standards avec les. On a beaucoup parlé de Bienne en disant que c'est une équipe qui est très performante si elle a tout le monde, parce qu'en qualité, en profondeur, elle est un peu juste par rapport à son budget. Par contre, là ils ont un week-end où ils doivent faire 6 points, et attention à Genève, là, Genève a un gros week-end aussi, hein, reçoit Lausanne et va à Berne demain. Donc derby, et l'équipe qui est en forme en ce moment, même Berne si elle qui vient de perdre, même Berne qui vient de perdre à Zurich, mais qui a fait un bon match, et ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Gros week-end, donc là on peut avoir une inversion du classement avec, en cas de victoire de Bienne et complications pour Genève, on peut inverser la première et deuxième place. Donc intéressant pour Bienne ce week-end. Ouais, moi, je trouve que c'est comme dit Laurent, le seul défaut de cette équipe de Bienne, c'est que ça peut être éventuellement son manque de profondeur. Alors 1 ou 2 matchs avec des juniors, ils vont, mais même à Zurich, ils n'étaient pas ridicules, ils auraient pu faire mieux. Hein. Ça joue sur l'action de Haas. Si Haas marque le 2-1, voilà. Dans la contre-attaque, il y a le goal, ils peuvent gagner à Zurich, donc avec énormément d'absents. Donc c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Avec le retour des absents d'aujourd'hui à Zurich, c'est pas dit qu'ils perdent. Hein. Non, mais justement, là-dessus, on peut faire un parallèle encore. On revient une dernière fois sur Lausanne, mais regardez, avec tous les absents qu'ils ont, ils mettent des juniors et ils arrivent à gagner. Donc il faut arrêter de me parler qu'il manque Kennins ou, je veux dire, avec le contingent. Et là, c'est vraiment le coach qui met ça en place. C'est vrai que les juniors présents dans les rangs biennois expliquent actuellement les résultats moyens de l'équipe U20 qui vient de se prendre 8-2 contre Ambry, justement, par exemple. Ouais, ce qui est assez surprenant dans la mesure où Bienne, théoriquement, est une équipe qui joue le haut. Mais il joue aussi à chaud de fond. Hein, mais un Maillard qui a 5 minutes de jeu depuis fin décembre. Alors c'est ça le problème. 5 minutes, formé au club. Formé au club, formé au club, qui a des bonnes qualités, il aurait pu très bien aller à 12 attaquants et puis qui joue complètement, et puis le voir sur un match, parce que comment tu veux le juger sur 5 minutes en 3 matchs? C'est impossible de juger un gars. Juste Laurent, je pense que les gens ils ont carrément oublié. Maillard à la base, c'est un gars avec Genève Servette 2 fois champion suisse junior élite, meilleur buteur de son équipe. Il a fait les championnats du monde junior au Canada. Il était dans les 3 meilleurs buteurs de l'équipe. Ouais, je sais. À Genève, il jouait sur les powerplay. Powerplay, exactement. Et bon, ça fait 2 ans que Lausanne n'a pas de powerplay. Il n'a jamais été mis sur un powerplay. Et on l'a coaché. C'est un gars qui a un one time incroyable. Et par contre, tu avais Kennins qui est un élite débordement. Voilà. Je peux vous dire que Réal Vincent approuve votre propos, ça c'est certain. Michael, peut-être un petit mot à dire sur Bienne quand même. Alors Bienne, c'est une équipe, de toute façon, c'est une valeur sûre. Hein. On sait qu'ils ont un bon management, un bon directeur sportif. L'entraîneur, je sais que ça se passe super bien. On regarde là, je regardais au niveau de l'attaque, hein, vraiment, les 8 premiers entre 30 et 17 points, c'est juste hallucinant, hein, vraiment, malgré le fait... La diversité, La diversité, on regarde 30, 27, 24, 23, 20, 18 points, c'est vraiment hallucinant. Vraiment, ils sont dépendants de vraiment personne. Le danger vient de partout. Le Ritz qui fait un très bon match contre Zurich, hein. Oui. Donc là, ils ont aussi un bon backup. Donc là aussi, 39 ans, vraiment. Ritz, il est bientôt à 91%. Il était beaucoup à 86, 87, 80. Il est passé à 91% d'arrêt. Il prend confiance. Bien, il prend confiance. Puis surtout, moi qui ai joué avec lui, un super type dans le vestiaire, un super leader, vraiment qui se lève tout le temps. Vraiment, cette équipe de Bienne. Après, c'est toujours la même question. Où on sait qu'ils vont faire les playoffs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les 5 premiers du classement, si je ne m'abuse aujourd'hui, sont déjà, comme on dit en vert sur le télétexte, c'est-à-dire qualifiés pour les pré-playoffs. Déjà. Pré-playoff. On va quand même le préciser. C'est déjà un premier pas. Ouais, c'est déjà un bon premier pas. Donc là, on sait qu'après la question, on dit toujours, ils crèvent toujours sur le poteau. Ça, c'est un peu le seul point d'interrogation. Comment Bienne va réagir face au play-off. Mais vraiment, c'est vraiment une équipe qui fait plaisir à voir. Vraiment, moi, j'aime la stratégie, j'aime tout autour de ce club. Vraiment à suivre pendant les playoffs. On continue notre tour des clubs romans. On va avec Fribourg-Gotteron.
qui a une super passe, qui est en train de revenir à son niveau. Toujours en défense, deuxième défense du championnat, donc toujours très très bon. 9e attaque, ça monte un petit peu. Tout le monde est en train de faire un peu plus de points, donc du coup tu arrives à gagner les matchs. Et les matchs qu'ils perdaient, ils les gagnent aujourd'hui. Ils perdaient 2-0 à Cloton, ils vont gagner 3-2 en OT avec un Metsola dans les buts impérial. Berra, les images qu'on voit à l'entraînement, j'ai vu ça reprend gentiment, donc s'il revient à son top niveau, c'est l'un des transferts de la mi-saison, hein, parce qu'il n'a pas joué. Et donc là, c'est plus du tout la même équipe, la façon de défendre et la façon d'attaquer. Hein. Donc du coup, ça c'est intéressant. Et puis toujours équipe la moins pénalisée. Et puis reçoit Ambry, donc gros match ce soir. Puis va à Lausanne demain. Ouais. Va à Lausanne, donc un gros week-end, mais c'est l'équipe pour moi. Et puis à jouer la semaine prochaine. Ouais, c'est l'équipe en forme du moment. C'est vraiment l'équipe en forme du moment et ils ont des matchs en retard. Hein. Ils ont des matchs en retard. Voire 3. Ouais. Donc du coup, avec les matchs en retard, s'ils arrivent à faire des points, ils sont dans le top. À la 3e place. Ouais, ils sont dans le top 4. Alors, donc, points par match, ils sont 4e. Points par match, ils sont 4e. Juste. Et là, s'ils font un gros week-end, ils peuvent aller chercher cette 3e place, points par match. Donc je trouve que on revoit le vrai Fribourg. Et puis il y a eu des moments difficiles, mais maintenant c'est parti et ils sont intéressants et les étrangers joue beaucoup mieux. Alors moi, juste par rapport à l'interview qu'on a fait de Dubé, moi ce qui me fait plaisir, c'est de voir que Dubé, il n'a pas paniqué. Ses attaquants étrangers, c'est vrai qu'ils ne mettaient pas de goal, mais il ne paniquait pas. Et en fait, il croyait à son équipe, il croyait en ses gars, il nous a argumenté. Il a Kokkanen, il a que 23 ans, c'est vrai. Des fois, moi j'oubliais, il a que 23 ans, c'est un gamin. Il arrive comme étranger et en fait, ça commence gentiment à payer. Il fait jouer tous ses étrangers maintenant devant et Vagno joue beaucoup moins. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tactique, il y a quelque chose en place. Adoubé avec un bon esprit d'équipe de fribourgeois, avec un public de malades. Et moi, je trouve que j'ai du respect par rapport au fait qu'il a été vraiment attaqué dans la presse à un moment donné en disant voilà, il change tout le temps. Ouais, mais il dit les choses au moins. Voilà, exactement. Au moins. Et puis, exactement, il dit les choses, il communique. Et évidemment, être entraîneur, tu fais jamais l'unanimité, ça, on le sait très bien. Mais n'empêche qu'il a des choix, il y croit. Et puis visiblement, les joueurs le suivent. Et moi, j'ai du respect pour ça. Et je pense que ça va tourner. En plus, si Berra revient, ça peut être bien. Oui, mais je porte ma part de responsabilité là-dedans. J'étais le premier à m'étonner de voir Dubé changer ses lignes, surtout celles qui fonctionnaient bien, quoi. Ouais. Vous aussi un peu, non ? Alors moi je dis que à vous entendre sur Radio Fribourg. Ça va que tourner. ça peut que tourner parce que c'est vrai que ça tourne bien, ça tourne pas de manière incroyable. J'ai regardé un petit peu les statistiques, il manque quand même cruellement cette année, et ça je pense c'est le rôle qu'on aurait donné à Kokkanen ou Sorensen. Vraiment un étranger à 30 points par exemple. Un Dido. Un Dido. Ouais. Voilà, parce que là vous avez un Dido qui a maintenant 35 points à Berne, et je pense qu'il aurait peut-être en tout cas la même chose, voire plus à Fribourg. Vous gagnez des points dans le classement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut regarder les 6 premiers compteurs, ils ont entre 21 et 18 points, donc 20, 21, 20, 20, 20, 19, 18, c'est vraiment très très bien. Ouais. Mais il manque quand même quelqu'un qui sort du lot. Vraiment, on a besoin de notre joueur, notre attaquant offensif. Ouais. Et on regarde Sorensen, on sait qu'il a moins de matchs, mais j'ai regardé, c'est quand même 0,57 points par match. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est pas assez. Mais c'est mieux. Mais il va mieux depuis la pause. Il va mieux, mais on va pas lui donner jusqu'au mois d'août. Hein. Non, c'est ça le problème, c'est qu'on donnait le bénéfice du doute jusqu'à maintenant, mais là, si on va dire sur le prochain week-end, il montre pas quelque chose de mieux, ce sera carrément une déception. Hein. Le meilleur attaquant, il a 0,77 points par match. Pour le premier compteur, pour la ligue, c'est insuffisant. Pour le premier de son équipe, c'est carrément insuffisant. Donc là, je vois une énorme marge de progression. Ça veut dire que au bout d'un moment, si Dubé s'est pas trompé dans ses choix d'étrangers, un Kokkanen en tout cas et un Sorensen doivent vraiment monter en puissance. En tout cas au niveau des points. Après, je regarde. Forcément, ils font sûrement des choses de très très bien sur la glace, mais quand même, ils ont été engagés pour faire des points. Et il a aussi parlé de Rast qui était très bon aux entraînements. Qui était bon aux entraînements. Alors je vais y venir sur Rask. Moi, les derniers matchs, il a manqué de réussite, mais il fait des fois des trucs exceptionnels. Hein. Sur des 1 contre 1, il arrive à faire des spinos, il a shooté sur la latte, etc. Ouais. Quand ça va commencer à rentrer, il va prendre de la confiance et il peut être dangereux. Donc c'est ça, c'est qu'ils sont vraiment... Aujourd'hui, on critiquait les étrangers de Fribourg, mais là, maintenant, je trouve qu'ils sont vraiment à la limite de passer le cap pour être vraiment des étrangers dominants du championnat. Et s'ils passent ce cap-là avec un grand Berra, oula, attention. Hein. Ouais, puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, il l'a très bien expliqué, il a splitté le temps de jeu
Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en demi, il est passé contre Lausanne, mais il a cramé ses étrangers. En quart. Et puis en demi, il était cramé contre Zurich. Et là, il a dit, c'est vrai, ils ne performent pas, mais ils ont moins de temps de jeu que certains. Franchement, même le quatrième bloc, ça va peut-être payer. 12 minutes. Ouais, ça a beaucoup descendu. Mais on verra ça, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Il y a un fil conducteur. Vous savez qu'il y a quelque chose qui me frappe quand on parle de Fribourg depuis quelques temps, c'est qu'on oublie systématiquement ou souvent de parler... Non, par rapport aux étrangers, de parler de Desharnais et de Delarose. Alors, la question est-ce que c'est parce qu'ils sont trop discrets, ce qui ne me semble pas en tout cas être le cas avec Desharnais, c'est pas un hasard aussi s'il avait le maillot top scorer. Puis Delarose, on n'en parle pas. Ou très peu. Alors, ce sont des déceptions ou bien c'est parce qu'ils font leur job ? Alors, pour moi, Desharnais, il fait carrément le job, parce que lui, il va en haut, en bas, il va aussi défensivement. Puis après, forcément, lui, c'est plus un passeur qu'un buteur. Donc, forcément, quand on a des buteurs qui sont un petit peu aux abonnés absents, forcément, le passeur va en faire les frais. Je suis de très près Fribourg, honnêtement. Il fait le job. Il fait le job. Vraiment, il donne toujours des bons pucks, il est toujours présent. Et puis, c'est un élément essentiel dans le vestiaire. Puis, il joue dans les deux sens de la patinoire, il se sacrifie, c'est un très bon étranger, et puis un gros leader de vestiaire. Puis pour conclure sur Delarose, petit à petit il monte en puissance, puis ça va être un jour de play-off. Donc lui c'est pour ça qu'on en parle peu, parce qu'en fait on n'attend pas de lui qu'il marque des goals. On attend de lui qu'il soit performant, qu'il puisse déstabiliser le gros joueur en face. Et on l'a vu avec l'équipe de Suède contre la Suisse. Il a été très bon. Donc moi je pense que finalement on a beaucoup critiqué les transferts. Peut-être que c'est les transferts qui vont faire aller loin Fribourg. Et puis on ne critique. Ce sont des joueurs finalement qui font pas trop de vaguelettes. À l'époque, peut-être un peu Desharnais, mais aujourd'hui c'est fini. D'ailleurs, hier, je l'ai croisé. Il prenait le bus comme personne venait l'embêter. Il était en famille, il prenait le bus, il rentrait chez lui. Voilà. C'est aussi la simplicité du bonhomme qui aujourd'hui peut-être est payante pour sa fin de carrière. Mais justement, Desharnais, c'est aussi un joueur de play-off. Quand les playoffs, c'est tous des gars qui montent leur niveau. Et il a jamais déçu en playoff, Desharnais. Et je l'ai vu récemment, moi, et on a parlé de sa fin de carrière. On a un petit peu échangé parce que lui, comme moi, il a décidé de faire des podcasts. Il a décidé lui-même d'arrêter donc sa propre décision. Et franchement, là, je sais qu'il profite de ces derniers mois. On voit qu'il a du plaisir, que du bonheur pour lui. Donc, et ça se ressent sur la glace. C'est juste dommage qu'ils aient pas une bonne coupe Spengler avec le Canada. Ça m'a fait mal au cœur pour lui. Mais il a quand même porté le C de capitaine. Et ça, c'est quand même, pour un Canadien, ça compte. Ça a du sens. On va parler d'Ajoie. Ajoie, je vous donne des chiffres, comme ça on va parler, mais 14e au classement, 14e attaque, 14e défense, 14e. Semaine, quoi. 14e, non. Mais ils sont beaucoup descendus. 14e powerplay, 14e boxplay. Troisième l'équipe la plus pénalisée du championnat. Et le seul truc où il performe, c'est 5e aux engagements dans la ligue. Les gardiens, Wolf 90% d'arrêt et Tchatcho à 88. Donc c'est compliqué. Ils ont bien fini la saison. Mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher aujourd'hui ? Non, alors ils ont bien fini l'année. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est ce match manqué contre Zug, parce que par rapport aux 2 victoires, ils sont mal parus par rapport au score. Et puis après, il y a cette histoire Le Duc. On a été, après la charge qu'il a pris par ses catchs, moi je pensais qu'il n'allait pas à Spengler. Parce que vraiment, c'est clair qu'on a senti qu'il est rentré au banc, il secouait la tête, il était comme ça un peu en arrière. Je me suis dit, il a une commotion. Puis après, il va à la Spengler, il joue, puis il revient, il ne peut pas jouer. Dans le vestiaire, dans le vestiaire, vous êtes joueur, vous venez de faire 2 victoires, vous êtes joueur suisse, vous le prenez pas très bien, je pense. Relation de confiance un peu rompue avec le club, vous pensez ? Alors, en tout cas, c'est ce que j'avais exprimé, parce qu'en plus, il est en fin de contrat et ça peut peser quand on parle de reconduction de contrat. En tout cas, personnellement, en tant que joueur, en tant que coéquipier, ça j'accepte absolument pas. Je pense que ça s'en est parlé dans le vestiaire, c'est un total manque de respect. On a un contrat professionnel, je veux dire, la priorité c'est le club. Alors si tu es blessé, tu vas pas à Coupe Spengler. Je comprends son point de vue, il veut se montrer et tout. Alors si tu vas faire de la Coupe Spengler, tu serres les dents et tu vas faire le match après. Ça c'est sûr. Le match d'après, tu dois le jouer. Exact, même si t'es mal, c'est pas de problème, mais au moins vis-à-vis de tes coéquipiers. Si tu veux le respect des joueurs et du staff, tu es obligé de jouer ce match. Il l'a assumé, de dire ok, j'assume, je prends la responsabilité de les jouer, mais derrière, tu es obligé d'aller jouer les matchs qui suivent. Tu peux comprendre Vauclair qui ne serait pas content, mais après je veux juste préciser une chose. Oui, il a été mesuré quand même. Oui, mais
disons que s'il avait fait une Dubé, ça aurait fait plus de bruit. Oui, mais il a pas trop le choix non plus avec le contingent qu'il a à disposition. Il fait avec qui là, mais il a quand même dit les choses. On a à demi-mot. Je voulais juste préciser qu'ils sont quand même tombés sur un gros Zug qui a mis 6-0 à Lausanne derrière. Et Zug, ils ont passé la deuxième là. Ah oulala. Et ils ont passé la deuxième et je trouve qu'ils jouent pas bien. C'est-à-dire qu'ils font d'énormes erreurs individuelles sur les relances parce qu'ils veulent tellement créer du jeu. Ouais. Ils ont amené 6-7 occasions à Lausanne. Schlumpf, Geyser, tous ces joueurs-là, joueurs suisses, ont été moyens. Et excusez-moi, mais Almqvist qui vient d'arriver, pour l'instant, il n'est pas au niveau du championnat comme étranger. Alors est-ce qu'il manque de rythme? Mais je l'ai trouvé vraiment dedans, vraiment lent dans ses décisions, lent en patinage. J'espère qu'il va s'améliorer parce que ça remplace pas du tout Hansen. Ouais, mais en tout cas, par contre, vitesse d'exécution de Zug. Devant et puis la redistribution des cartes, les trios offensifs. On a dimanche, on a Cloton Zug, donc on a beaucoup préparé ça à l'aimant bleu. Et Zug, comme il a refait ses lignes, c'est vraiment très intéressant. Et surtout, moi j'adore Klingberg, mais le retour de Klingberg, quand tu l'as en face sur la glace, il peut t'en parler, Mika. C'est un sacré client et lui il fait un boulot pour Kovar. Ils essayent de remettre Cehlárik dans le bon tempo en l'associant, mais les joueurs suisses, Hoffmann retrouver le vrai Hoffmann, Martini commence à retrouver son niveau, Zender qui était un peu laissé de côté parce qu'il a signé ailleurs, il commence à rejouer. Donc si derrière ils arrivent à trouver leurs problèmes à la relance et moins faire d'erreurs individuelles, ça va être solide. Zanoni reposé était très bon contre le Lausanne. En parlant de Klingberg, je fais une petite parenthèse, il arrive aussi en fin de contrat, son avenir n'est pas encore tout à fait à la place de Tangnès, vous gardez? Je garde, et puis surtout, si je suis directeur sportif d'un club vaudois, je l'appelle tous les jours. Je le supplie. Pas seulement vaudois. Je le supplie de venir pour mettre des émotions dans cette patinoire. De venir mettre des émotions dans cette patinoire et dans cette équipe. Dans cette équipe, d'avoir un Klingberg, parce que non seulement il met des émotions sur la glace, mais dans le vestiaire, c'est un joyeux luron. J'ai vu quelques reportages. Je pense qu'en soirée avec lui, j'aimerais bien en faire une parce qu'il doit être très amusant. Mais est-ce qu'il y a un directeur sportif dans ce club vaudois? Messieurs, on ne rouvre pas le chapitre aujourd'hui. Ok, ça marche. Juste pour revenir pour Klingberg, je pense aussi ce qu'il faut relever, c'est que c'est quand même plus facile pour un joueur comme lui de jouer à Zug que jouer dans un autre club. Il y a eu plein d'exemples où on a signé un bon étranger qui était dans ses top équipes. Tu les mets dans une équipe de milieu de classement, de bas de classement, ça joue pas. Donc ça, il faut aussi le mentionner. Ouais. Quand je pense qu'il a dit dernièrement dans une interview qu'il était nettement moins fort que son frère. Son frère doit être vraiment très 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 fort. Non mais c'est assez juste, mais vraiment c'est une bonne personne. Et puis on l'a vu lors des finales. Qui c'est qui à 3-0 a remobilisé le vestiaire l'année dernière en finale et qui a dit vous avez vu ce qu'ils ont mis dans la patinoire, c'est Klingberg. Et puis qui c'est qui a fait des actions très importantes lors de la finale, c'est Klingberg. Donc non, c'est un joueur de concession qui est très important. Profilage. On a fait le tour des clubs. Juste pour finir avec Ajoie, ça va à Zurich et ça reçoit Davos. Donc week-end très compliqué par rapport à l'intensité du jeu et la vitesse de ces équipes-là. Zurich c'est du gagne petit pour le moment. Ouais, c'est du gagne ça monte et puis il a redistribué les cartes. Crawford, il a redistribué les cartes et puis il y a des joueurs qui sont placés avec des. Il y a un meilleur amalgame entre les trios. Je trouve c'est beaucoup plus intelligent et puis comme on l'a dit dimanche à l'aimant bleu, un Texier qui se retrouve sur son côté naturel en powerplay, qui est pas à faire le jeu mais qui est plus un shooter, un buteur. Il se retrouve dans une meilleure position. Donc non, Zurich ça joue quand même mieux, c'est très solide. Et puis il y a Rubec qui va revenir et André Guetton. C'est du gain de petit, mais derrière c'est très très solide. Je veux dire ça on s'en fiche du gain de petit tant que derrière tu gardes. Ils ont de loin la meilleure défense. De très loin. Vraiment. Donc là, on sait que Ajoie, qui est pas une équipe offensive, d'aller marquer des goals contre Zurich, ça va être difficile. Et ensuite contre Davos, faut pas oublier que Davos sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires. Donc ça, c'est une équipe qui revient aussi en force et qu'il faudra aussi attendre dans les playoffs parce que ça va être très très intéressant aussi, qui recherche un petit peu cette image de vainqueur, de champion. Donc ça va être un week-end difficile pour Ajoie encore une fois.
Il nous reste 5-6 minutes, on parle un peu de hockey international. Ok, championnat du monde M20. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme chance, ces Canadiens? Oui, alors. On va dire ça, c'est un peu chanceux. On va partir. On donne le résultat si on ne le connaît pas. Donc le Canada a battu en finale la Tchéquie 3-2 à la 66e minute de jeu, donc en prolongation. Le Canada qui menait 2-0, les Tchèques sont revenus en moins d'une minute à 2-2. Ils se sont créés beaucoup d'occasions parce que le Canada s'est retrouvé un petit peu, vous confirmerez, puisque vous avez vu le match, le Canada s'est retrouvé gêné aux entournures parce que changer de mentalité en milieu d'un match, c'est compliqué. Ouais, mentalement, ils étaient dans le trouble, là, exactement. Bon, par contre, dans la prolongation, 4 tirs pour le Canada, il marque sur le 4e contre une tentative seulement pour les Tchèques. Ouais, alors juste revenir, promotion relégation, Lettonie-Autriche, j'ai regardé, l'Autriche reléguée. Ensuite, en demi-finale, je vais revenir sur les demi-finales. Il y a 3-2 pour le Canada, goal refusé un peu litigieux, on a lu le 3-3, il y a 4-3 pour le Canada, 4-2. Deux buts refusés, donc les Américains se sont sentis un peu lésés, ça a fait pas mal d'histoire, mais sur la physionomie du match, ils méritent. Après, les Tchèques ont eu beaucoup de réussite, beaucoup de chance de gagner contre les Suédois, parce que sur l'ensemble du match, les Suédois ont eu des grosses chances. Maintenant, sur la finale, ce qui est fou, c'est qu'ils reviennent à 2-2, et le goal décisif, ça se passe comme ça. Il y a vraiment un très bon 2 contre 1 avec beaucoup de place et l'attaquant tchèque est en train de regarder son coéquipier pour la donner, il est vraiment seul. Et il échappe le puck, ça vient au défenseur canadien qui redonne le revirement et ça part un 2 contre 1 et goal. Donc ça joue à peu de choses. Vraiment belle équipe de Tchèques et puis le Canada à domicile qui gagne le championnat du monde. Donc une belle histoire avec un Bédard qui finit à 17 ans avec 22 points. 9 goals, 22 points. Il a battu tous les records. Exceptionnel. Il y a beaucoup qui le comparent à McDavid. Alors je l'ai beaucoup observé. Ce qu'on peut dire sur ce joueur, c'est qu'en fait, techniquement, il est bon, hein. Sa qualité première, c'est son shoot. Sa vitesse d'exécution dans son shoot, il shoot dans toutes les positions et il est très précis et donc très buteur. Et la deuxième chose, c'est que dès qu'il y a un mauvais gap, qu'il y a 50 cm, vous lui laissez 50 cm, il a une variation de vitesse, il est capable d'aller dans l'intervalle comme il gagne en demi-finale contre la Slovaquie, il passe entre 3 joueurs, parce qu'il a vu cet espace et il y va et il doute de rien. Donc il a ce côté mental de McDavid et je pense que lui, il va valoir déjà très très cher. Ouais. Alors bravo à Bédard pour l'ensemble de son œuvre sur l'ensemble du tournoi. Dans cette finale peut-être un petit peu plus en retrait que d'habitude. Normal, 17 ans, la pression, tous les regards sur lui, je pense ça va le faire progresser ce genre de match. Par contre, il y a 2 noms que je voudrais quand même mettre en évidence. C'est Günther qui a marqué 2 buts. Le 3e but a été marqué par Wright. Et puis surtout, pour nous, Suisse, il y a Othman qui est un ancien joueur de Holton. Ouais, exactement. Qui a fait un beau tournoi et qui promet beaucoup aussi pour la suite. Oui, ils ont quelques joueurs qui promettent beaucoup et du coup c'est sur l'ensemble, le fait de jouer à domicile, l'ensemble de l'équipe, l'amalgame et puis le niveau de l'équipe et puis un Bédard qui a été exceptionnel jusqu'à la finale fait que le Canada l'a remporté, mais ça j'ai joué vraiment un poil de C, on va dire. Ça aurait été incroyable que les Tchèques gagnent. Incroyable. Parce qu'à part les États-Unis et le Canada, c'est un peu comme dans le hockey féminin. Oui, mais au premier tour, il n'y a pas beaucoup de variétés. Au premier tour, il y a eu les Suédois. Au premier tour, les Tchèques ont mis 5-3 au Canada et ça s'est joué vraiment à rien en finale. Sur la fin du match, c'était plutôt favorable aux Tchèques, donc ça se joue à rien. Mais voilà, le fait d'être à domicile a peut-être fait la différence. Michael. Personnellement, je ne suis pas tellement ces championnats U20 au mois de décembre, parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Mais je connais bien cette mentalité canadienne. Honnêtement, je pense que si on regarde statistiquement, ils sont favoris chaque année. Et puis, il n'y a pas une équipe qui va venir pour les détrôner. Je crois que ça commence déjà le plus jeune âge. Chaque Canadien qui a un fils va forcément à 95% faire du hockey. Il y a un bassin de joueurs juste hallucinant. À partir de 7-8 ans, il y a déjà les sélections qui commencent avec les meilleurs, les moins bons. Donc, c'est vraiment une machine. Et puis, ça, il y a rien qu'on puisse faire. C'est vrai que ça aurait été beau, vraiment une surprise tchèque, parce que ça va pas arriver souvent, ces surprises ça va être Canada et États-Unis, de temps en temps Suède, mais c'est vrai que ça aurait fait plaisir de voir la Tchéquie passer. Depuis un moment, la Finlande et la Suède commencent à gagner. Sur les dernières années, les Finlandais ont gagné pas mal de fois les championnats du monde, mais surtout ce qui change un petit peu dans le niveau international, c'est les Tchèques. Aussi bien au niveau de l'équipe A que de l'équipe junior, ils ont relevé leur niveau et
Après, moi, je suis pas d'accord quand certains spécialistes disent que la Suisse n'a pas évolué depuis 20 ans. Alors. Oui, non, mais je suis pas d'accord avec ça. J'allais vous parler de ça. Oui, on a fait 2013 finale, ça se joue à rien. Enfin, on est quand même dominé sur 2013, mais 2018, c'est sur un poteau. On peut être champion du monde contre la Suède. Donc, mais comment vous expliquez que la Suisse se soit plantée à ce point-là contre une bonne équipe tchèque? Elle s'est plantée. Alors, je vais vous répondre, c'est que le bassin de joueurs, si vous comparez le nombre de licenciés entre la Suède... Oui, mais ça, non. Si. Donnez-moi un autre argument. Mais je vous donne cet argument déjà. Si vous comparez... Pas pour expliquer le score. Non, mais attendez, je vais développer. Si vous comparez la Suède, la Finlande, la Suisse et le Canada, vous comparez le nombre de joueurs, le Canada a des très bonnes équipes, c'est pas par rapport à la qualité de l'enseignement et la formation, c'est par rapport au nombre de joueurs, licenciés. C'est la masse. La masse, ça, on est d'accord. Ok, maintenant contre les Tchèques. Moi je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'on avait 5-6 joueurs qui avaient le niveau international, du niveau des Tchèques, qui jouent à l'étranger. Et puis aujourd'hui, tous ceux qui jouent dans le championnat suisse, et notamment en junior élite, ils étaient en retrait. C'est très insuffisant. Mais on a parlé combien de fois du niveau du championnat? Aujourd'hui, en Finlande, vous avez des joueurs de 17 ans qui jouent déjà en première division avec des adultes, ou soit en deuxième division parce qu'il faut 12 joueurs de moins de 23 ans. Et c'est là où il faut qu'on révolutionne un petit peu ça, c'est qu'aujourd'hui le championnat junior élite, tous les meilleurs joueurs du championnat junior élite, ils sont pas dans le championnat. C'est-à-dire que soit ils sont très très bons, ils sont en Liga ou en Ligue B, voire en MySport, soit ils sont partis outre-Atlantique, ou en Finlande et en Suède comme Bichel. Alors que la grande majorité des Canadiens, eux, ils sont déjà affiliés à un club de NHL. Bon, juste pour préciser... Mais oui, mais c'est ça change. Non, mais... Oui, mais c'est là-dessus où on doit vraiment prendre le taureau par les cornes et que les dirigeants de clubs, surtout de National League, ils prennent ça en considération parce que dans quelques années, il va falloir sortir des ambules, des joueurs comme ça. Donc ça, c'est important. Alors juste préciser déjà, on parlait des joueurs canadiens. Jerry Ottman a déjà joué en NHL. Hein. Donc il n'y a pas de joueurs suisses des U20 qui ont joué en NHL. C'est pour dire aussi le niveau. Ensuite, le système, la Suisse, il était basé sur le jeu défensif parce que leur atout était plutôt défensif, clairement. La génération était défensive. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, les Tchèques avaient un jeu très offensif avec beaucoup de talent offensif. Et il ne faut pas oublier que la différence physique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu as vu les athlètes? Tu joues tous les 2 jours. Tu tiens 1, 2 au 3e match, t'es cramé. Tu passes ton temps à défendre. Et le quart de finale, il s'est joué là-dessus aussi sur l'aspect physique. Ils étaient vraiment fatigués. Voilà. Ils ont tellement été en sur-régime pour battre la Finlande. C'est ça. Tu peux combler avec ton jeu défensif un manque de talent, mais au bout de 3 matchs, t'es cuit et puis le talent ressort, forcément. C'est ce qui s'est passé. Et la profondeur de banc a fait que ça a fait la différence aussi parce que les meilleurs joueurs, ils ont été surutilisés et les autres, ils étaient pas au niveau d'un quart de finale, ce qui fait que ça a fait ce score très 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 dur pour la Suisse. Okay. Mais bon tournoi, hein, 3 victoires sur 4 matchs, fini 4e, on aurait tous signé. Hein. Et puis juste préciser, parce que moi des fois j'en peux plus d'entendre dire ouais le gardien il est petit. Le gardien de l'équipe, le petit Pache, c'est le cas de le dire, il est petit, là, je suis à 1m82, 83. Et il a fait un gros tournoi. Un petit peu moins. Ouais, voilà. Mais enfin bref, il est comme des clous. Voilà. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas vrai que tu peux pas être un bon gardien si tu fais 1m80. C'est plus dur. Tu dois compenser du meilleur. Ben Jenkins, qui fait pas 1m80, il avait nommé meilleur gardien du championnat du monde U20 à son année. C'était la 2e division. Je crois qu'ils sont montés cette année-là avec Bikoff ou c'est possible ou pas? Non, il est plus vieux Bikoff. Et ils ont. Oui, exactement. Oui, je confonds. Exactement. Et là, lui, meilleur gardien du tournoi. Alors qu'il fait 1m75, 6. Hein. Et Desclos, il est en Liga et c'est un très bon gardien du championnat. Il fait pas 1m80. Giannoni. Ouais. Donc non, c'est plutôt dans la lecture de jeu et moi je suis pour ces gardiens-là aussi. Moi je préfère avoir un petit gardien mais qui comprend le jeu sur un 2 contre 1, qui va analyser est-ce que je vais prendre le shoot ou la passe et c'est ce qui fait la force des petits gardiens aussi. Eh ben on va en profiter pour saluer quelqu'un qui nous écoute et bon c'était une autre époque, il n'était pas grand, c'était Olivier Hunken. Mais c'était un autre hockey aussi. On salue beaucoup. Messieurs, l'heure qui nous est impartie est déjà dépassée. Une dernière petite chose encore? Ouais, moi j'aurais juste dire un petit truc, on n'en parle pas trop, mais quand il y a eu les changements d'entraîneur à Lausanne et Lugano, ils étaient les 2 derniers, et Lugano, sans être luisant, ils sont 10e, 31 matchs, 41 points. Derrière, c'est 33-40, 33-40. L'air de rien, ils sont en train de s'en sortir. Parce que là, ils sont en pré-playoff. Ouais. Et Luca Gianninazzi, il a enlevé le haut-10, il a mis une petite veste. Maintenant, j'ai vu, ça fait plaisir à tout le monde. Et ensuite, moi, je voudrais revenir sur l'article de votre collègue sur le matin sur Evan Huet. Ouais.
Et en fait, j'ai eu beaucoup d'émotions à lire cet article parce que la simplicité de Evan Huet, j'avais l'impression d'entendre parler Christo. Et l'éducation est tellement importante pour réussir dans le sport de haut niveau. Et je me suis imaginé dans la peau de Christo lorsqu'il est rentré sur la glace. Incroyable. Ça devait être de la folie au niveau des émotions, mais aussi la peur. Parce que si d'un coup il se plante avec le nom qu'il a dans le dos, c'est de la folie, la pression. Il y a peut-être que 10 minutes à jouer, mais il y a 6-0. Il est rentré, il fait un arrêt exceptionnel. Et après, il y a un puck qui vient en zone neutre. Le gamin, il sort tranquillement, il fait une belle relance à la ligne rouge. Et je l'ai trouvé d'un calme. J'avais l'impression de voir Christo quand il était jeune. C'est hallucinant, c'était un clone. Et il a une personnalité différente, mais vraiment, l'interview du papa et de l'enfant, j'ai adoré lire ça et j'avais de l'émotion à lire ça. Il était humble. Pareil, beaucoup d'émotions. Je l'ai vu rentrer sur la glace. J'étais beau nerveux parce que vraiment, je n'avais pas envie qu'il se prenne un goal. Là, vraiment, gros arrêt pour se mettre en confiance. Donc, après ça, là, ils ont un petit peu lâché l'appel d'Aga, Zouk. Mais c'est vrai que vraiment, 17 ans, lancé comme ça à Zouk, là, je pense que c'est un des seuls points positifs qu'il y avait à retenir de la soirée. Il faut préciser qu'il a choisi la Suisse. Et donc il est. Il a été faire avec l'équipe U18. Ouais. Et pourquoi pas un jour. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Oui, merci messieurs, je vous souhaite à tous un bon match ce soir dans les patinoires. Nous on sera en desk ce soir, on va essayer de suivre tous les matchs en même temps, ce qui est aussi un sacré sport de temps en temps. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce soir, nous étions depuis le Bulls Pub, juste en face de la gare de Gland. On remercie encore une fois propriétaire et le personnel de nous avoir accueillis. Et puis, comme on le dit toujours, vous ne connaissez pas la montagne, mais j'espère quand même que vous allez au moins nous accompagner dans notre fameux slogan qui dit que le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. Michael, il faudra aussi l'apprendre celle-là. Excellente fin de journée à toutes et à tous, bon match et n'oubliez pas, rediffusion tout de suite de cette émission sur le coup de 20h. N'oubliez pas non plus pour les dernières informations planethockey.com, il y a également la radio, Planète Hockey la radio, vous êtes bien calés dessus et vous êtes nombreux à nous suivre. On en aimera encore un tout petit peu plus. Vous pouvez le faire d'ici la fin de la saison. C'est un objectif que je vous impose carrément. Merci de nous avoir suivis et à lundi pour le premier bloc l'after où nous retournerons dans notre studio habituel de Nyon aux têtes de course. C'est Philippe. Oui, c'est Philippe. Allez, salutations à la famille globulaire. Au revoir tout le monde. Bye bye.